Pavlopétrie, la cité que le temps a oubliée, au large de la côte sud de la Grèce, près d'une plage tranquille, repose l'une des plus anciennes cités sous-marines du monde. Elle s'appelle Pavlopétrie. Cette ville dort sous la mer depuis des millénaires. Autrefois, des gens marchaient dans ses rues, naviguaient depuis son port et vivaient dans ses maisons de pierre. Puis, un jour, elle disparut, engloutie par la mer et oubliée pendant des siècles. Pavlopétrie n'est pas une histoire de livre ni une légende. Ses bâtiments, ses routes et ses tombes reposent encore sous les eaux claires de la Méditerranée. Contrairement à bien des cités antiques, elle n'a pas été détruite par la guerre ou le feu. Elle a été perdue à cause de la nature, lentement ensevelie par la montée des eaux et les mouvements du sol. La cité fut découverte en 1967 par un groupe d'archéologues grecs. Au début, cela ressemblait à des rochers éparpillés, mais les lignes étaient trop droites, les angles trop précis. Ce n'étaient pas des pierres, c'étaient les fondations de bâtiments. Un an plus tard, une équipe de l'université de Cambridge revint pour étudier le site. Munis d'équipements de plongée et d'outils de mesure, ils commencèrent à cartographier ce qu'ils voyaient. Pavlopétrie n'était pas un simple amas de maisons, mais une cité soigneusement planifiée, avec des rues, des cours, un cimetière et même des canaux d'évacuation. Certains édifices comptaient jusqu'à 12 pièces, et il y avait des espaces ouverts pouvant être des marchés. Les scientifiques pensent que Pavlopétrie fut habitée pour la première fois il y a environ 50 ans, à l'âge du bronze, époque où les sociétés humaines apprenaient à manier les outils en métal et à commercer sur de longues distances. Ses habitants échangeaient poterie, outils en bronze, tissus et nourriture avec des communautés voisines. Avec la mer à leur porte, ils pouvaient voyager vite en bateau, faisant de Pavlopétrie un centre du commerce côtier. Le nom Pavlopétrie signifie « Paul et Pierre » en grec, mais ce nom fut donné bien plus tard. Nous ignorons toujours comment ses habitants appelaient leur cité. Aucun écrit n'a été retrouvé ici, et son vrai nom reste un mystère. Pourtant les ruines parlent d'elles-mêmes, montrant comment les gens vivaient, travaillaient et rêvaient dans cette ville perdue. Ce qui rend Pavlopétrie unique, ce n'est pas seulement son ancienneté, mais aussi son état de conservation exceptionnel. Beaucoup de cités antiques furent détruites par des envahisseurs ou réduites en cendres. Pavlopétrie, au contraire, s'enfonça doucement sous la mer, qui joua le rôle de bouclier. Aujourd'hui, quand les plongeurs l'observent, ils distinguent des murs, des rues, des contours de pièces, comme s'ils traversaient une ville fantôme. La technologie moderne offre de nouvelles façons d'explorer Pavlopétrie. Les archéologues utilisent des robots sous-marins, des relevés sonars et des scanners 3D pour reconstituer la ville sans la déranger. Ces outils capturent des détails infimes, depuis un fragment de poterie jusqu'aux gravures sur la pierre. Grâce aux modèles informatiques, les chercheurs peuvent recréer l'aspect de la cité lorsqu'elle était animée par des familles, des marchés et des bateaux allant et venant du port. Pourtant, Pavlopétrie fait face à de nouvelles menaces. Comme elle repose dans des eaux peu profondes, près d'une plage prisée, de nombreux touristes et nageurs passent au-dessus sans s'en rendre compte. Des bateaux jettent leurs ancres, abîmant les ruines, et la pollution des villes proches exerce une pression supplémentaire. Archéologues et habitants locaux collaborent aujourd'hui pour la protéger, sensibilisant le public afin que les générations futures puissent encore apprendre de ce site remarquable. Il reste beaucoup de questions sur Pavlopétrie. Pourquoi a-t-elle disparu sous la mer? Fut-ce une noyade lente, causée par la montée des eaux au fil des siècles, ou un événement brutal comme un séisme ou un tsunami? Le sud de la Grèce est une région à l'histoire sismique longue, et certains experts pensent que de puissants tremblements de terre ont pu faire s'effondrer le sol. Quoi qu'il en soit, vers mi-lave, J.C. Pavlopétrie avait disparu, livré aux marées. Pourtant, la cité continue de parler à travers le temps. Elle révèle comment les sociétés anciennes s'organisaient, construisaient des maisons en pierre et formaient une communauté au bord de la mer. Elle nous apprend que le commerce, la vie familiale et les rassemblements culturels étaient tout aussi importants il y a des millénaires qu'aujourd'hui. Pavlopétrie nous rappelle que l'histoire humaine est liée aux océans et que la mer, bien qu'elle nourrisse, peut aussi reprendre ce qu'elle a donné. Pavlopétrie est une cité que le temps a oubliée. Mais grâce à la science moderne et à des recherches patientes, nous la redécouvrons peu à peu. À chaque plongée, chaque relevé, chaque découverte,
nous recomposons une histoire qui n'appartient pas seulement à la Grèce, mais au monde entier. En explorant ces rues silencieuses, nous apercevons la résilience, la créativité et l'esprit de ceux qui vivaient il y a des milliers d'années. Et quelque part, sous les vagues, Pavlo-Pétri attend, ces ruines muettes murmurant l'histoire d'un monde disparu, une histoire qui continue de s'écrire chaque fois que nous l'écoutons. La cité perdue de Thonis Héracléion. Il y a longtemps, à l'embouchure du delta du Nil en Égypte, s'élevait un port animé nommé Thonis Héracléion. Aujourd'hui, cette cité repose sous les vagues, oubliée pendant des siècles avant d'être redécouverte par hasard. Jadis pleine de commerce, de temples et de fêtes, Thonis Héracléion est désormais l'une des découvertes sous-marines les plus fascinantes au monde. La ville portait deux noms, Thonis en égyptien et Héracléion en grec. Cette double identité montre son importance pour les deux cultures. Pour les Égyptiens, c'était la gardienne de l'entrée du Nil. Pour les Grecs, c'était la porte vers les merveilles de l'Égypte. Chaque navire venant de Méditerranée devait passer par Thonis Héracléion avant de remonter le grand fleuve. La cité était ainsi un centre de commerce, de politique et de culture. Les richesses du monde antique y affluaient. Or de Nubie, huile d'olive de Grèce, épices d'Arabie et blé des terres fertiles du Nil. Pendant des siècles, Thonis Héracléion ne subsista que dans les textes anciens. Des historiens grecs comme Hérodote parlaient d'une grande ville au bord du Nil, et des inscriptions égyptiennes évoquaient un lieu de temple et d'échange. Mais nul ne savait où elle se trouvait. Certains pensaient à une légende, d'autres à une cité perdue dans le temps. Tout changea en 2000. Lorsque l'archéologue sous-marin français Franck Goddio fit une découverte stupéfiante. En étudiant les fonds marins près d'Alexandrie, il mit au jour d'immenses structures de pierre. En plongeant, on révéla statues, colonnes et vestiges entiers de bâtiments enfouis dans le sable. Peu à peu, le puzzle s'assembla. C'était bien la cité disparue de Thonis Héracléion. Les trouvailles étaient impressionnantes. De gigantesques statues de pharaons et de reines, qui dominaient autrefois des cours de temple, reposaient désormais sur le fond marin. Une statue de 5 mètres du dieu Hapi, maître des crues du Nil, fut sortie de l'eau, encore majestueuse après des siècles. Des pièces d'or, des tablettes gravées et des bijoux délicats furent retrouvés, souvent en excellent état grâce à la boue et à l'eau qui les avaient protégés. Au cœur de la cité se dressait un temple dédié à Amon-Géreb, un puissant dieu égyptien. Ce sanctuaire était un lieu de culte et de rituel, où les prêtres célébraient des cérémonies pour honorer les dieux et obtenir leur bénédiction. Tout près, un temple plus petit honorait Héraclès, le héros grec. Cela montre comment la ville mêlait traditions égyptiennes et grecques, reflet de son rôle de carrefour culturel. Thonis Héracléion n'était pas seulement une cité de temples et de statues, mais une ville vivante. Les archéologues ont trouvé des quais, des pierres d'ancrage et des entrepôts servant au stockage des marchandises. Des navires antiques reposaient sous la vase, leurs coques de bois préservées. Plus de 60 épaves ont été recensées, offrant un aperçu de la navigation de l'époque. Ces vestiges renseignent sur la construction des bateaux, les réseaux d'échange et la manière dont on sillonnait la Méditerranée et le Nil. La cité s'étendait sur plus de 30 km², en faisant l'un des plus vastes ports de son époque. Elle prospéra du Xe siècle Av, J.C. au IIe siècle Apre, J.C. servant de principal port d'Égypte jusqu'à l'essor d'Alexandrie. Durant des siècles, marins, marchands et pèlerins franchirent ses portes, apportant richesse, savoir et récits venus de tous horizons. Mais sa grandeur ne dura pas. Selon les experts, une combinaison de séismes, d'inondations et de sols instables entraîna l'effondrement de certaines parties de la ville. Le delta du Nil est formé de terre meuble et le poids des édifices les fit lentement s'enfoncer. Quand le sol céda, des quartiers entiers glissèrent sous la mer. Vers le 8e siècle Apre, J.C., la cité avait totalement disparu, remplacée par Alexandrie comme principal port d'Égypte. Aujourd'hui, Thonis Héracléion repose à environ 6 km des côtes, sous 10 mètres d'eau. Son état de conservation est exceptionnel. Contrairement aux ruines terrestres, souvent détruites par l'érosion ou le pillage,
Les fonds marins ont protégé cette ville pendant plus de 1000 ans. Temples, statues, inscriptions et même objets du quotidien, comme poteries ou outils, sont restés intacts. Chaque année, les archéologues poursuivent leurs découvertes. À l'aide de relevés sonars, de drones sous-marins et de cartes 3D, ils reconstituent lentement le plan de la ville. Chaque trouvaille raconte une histoire. Des monnaies révèlent son économie, des épaves révèlent sa puissance maritime, et les inscriptions de temples révèlent la vie religieuse de ses habitants. Tonis Héracléion n'est pas qu'un amas de ruines, c'est une capsule temporelle. Elle nous relie à un monde où Égyptiens et Grecs cohabitaient, où le commerce unissait des continents, et où la mer donnait la vie tout en pouvant la reprendre. En imaginant Tonis Héracléion, on peut voir ces rues animées de marchands, des prêtres entrant dans les temples et des navires déchargeant leurs cargaisons sur des quais bondés. On revoit les visages de pierre des dieux veillant sur une cité pleine de vie. Et l'on se souvient que même les plus grandes villes peuvent être perdues face à la nature. Pourtant, grâce à la protection silencieuse de la mer, l'histoire de Tonis Héracléion a survécu, attendant des siècles pour être redécouverte. Sous les vagues, dans le silence, l'histoire sommeille. Et à Tonis Héracléion, cette histoire s'est réveillée. L'Atlantide de l'Orient, Xicheng. Sous les eaux tranquilles d'un lac en Chine repose une cité dont peu de gens ont entendu parler. Elle s'appelle Shikeng, ce qui signifie « ville du lion ». Pendant des siècles, ses habitants ont vécu, travaillé et prié dans cette ville. Puis, à l'époque moderne, elle disparut sous l'eau, non pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'une décision humaine. Aujourd'hui, Xicheng dort au fond d'un lac, presque parfaitement conservé, comme une capsule temporelle du passé. Shikeng fut construite durant la dynastie Han orientale, vers l'an 200. Elle se situait dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine. Pendant plus de 300 ans, la ville fut un centre politique, culturel et économique de la région. Elle possédait de grands bâtiments de pierre, des portes, des routes et des temples. Les habitants y érigèrent de belles maisons et sculptèrent des motifs raffinés sur les murs de pierre. C'était une cité fière et magnifique. Tout changea en 1959. Cette année-là, le gouvernement chinois décida de construire un barrage hydroélectrique. Le barrage devait produire de l'électricité grâce à la force de l'eau. Pour le faire fonctionner, il fallait créer un immense lac. Ce lac, appelé Qiandao, ou lac aux 1000 îles, devait être formé en inondant une vallée. Malheureusement, cette vallée abritait Shikeng. Les habitants furent déplacés. Ils laissèrent derrière eux leurs maisons, leurs temples et leurs rues. Bientôt, l'eau commença à monter. Lentement, la cité s'immergea. En quelques jours, elle disparut, recouverte par plus de 30 mètres d'eau. Pendant longtemps, on oublia Xicheng. Le lac devint un lieu prisé pour la pêche, la navigation et le tourisme. Puis, au début des années 2000, des plongeurs explorant ses profondeurs firent une découverte incroyable. La ville se tenait encore là, presque telle qu'elle était lorsque le dernier habitant était parti. L'eau du lac avait protégé Xicheng du vent, du soleil et de la pluie. Comme il n'y avait pas de fort courant, les bâtiments ne s'étaient pas effondrés. De nombreux murs de pierre, toits et structures de bois étaient restés intacts. On distinguait encore les dragons, lions et fleurs sculptés sur les édifices. C'était comme plonger dans un monde oublié. La cité engloutie de Shikeng couvre une surface équivalente à 62 terrains de football. Elle est donc immense. Les plongeurs y ont trouvé 5 portes de ville et plus de 250 arches. Ils ont aussi identifié des routes, des escaliers, des tours et des habitations. La ville avait été bâtie selon un plan précis, avec des rues se croisant à angle droit, comme dans nos villes modernes. L'un des aspects les plus impressionnants de Xicheng est le raffinement de ses bâtiments. Les sculptures des murs représentent animaux, plantes et écritures. Ces détails révèlent la culture et les croyances de ses habitants. Certains symboles viennent d'anciens récits chinois. D'autres étaient utilisés pour évoquer le pouvoir, la chance ou la protection. Aujourd'hui, Xicheng est parfois surnommée l'Atlantide de l'Orient. Comme la cité mythique, elle est cachée sous l'eau. Mais contrairement à l'Atlantide, Xicheng existe bel et bien.
et l'on peut la visiter. Ces dernières années, des plongées touristiques spéciales ont été proposées à ceux qui veulent voir la ville de leurs propres yeux. Seuls des plongeurs expérimentés peuvent y accéder, car les ruines reposent profondément, dans une eau souvent froide et sombre. Yonaguni, le mystère sous-marin du Japon. Au large de la côte sud du Japon, près de la petite île de Yonaguni, repose sous la mer quelque chose d'étrange. C'est une immense structure de pierre, aux arêtes droites, aux angles nets, avec des marches qui semblent avoir été taillées par la main de l'homme. Certains pensent qu'il s'agit des vestiges d'une cité sous-marine très ancienne. D'autres affirment que ce n'est qu'une formation rocheuse naturelle. Ce lieu est connu sous le nom de monument de Yonaguni. Et il reste l'un des plus grands mystères sous-marins du monde. Yonaguni fait partie des îles Ryukyu, un archipel situé entre le Japon et Taïwan. Le monument fut découvert en 1986 par un plongeur local, Kiakiro Aratake. Il cherchait de nouveaux sites à montrer aux touristes lorsqu'il aperçut l'étrange structure sous les vagues. Ce qu'il vit le stupéfia. Un gigantesque escalier ou une pyramide, avec de larges plateformes, des parois planes et des lignes droites. Il alerta rapidement d'autres personnes, et bientôt scientifiques et plongeurs vinrent observer le site de leurs propres yeux. Le monument repose à environ 25 mètres de profondeur. Il mesure plus de 90 mètres de long et 23 mètres de haut. Certaines parties ressemblent à des allées, des portes ou même des pièces. On y voit des angles précis, des surfaces planes et des marches montant ou descendant. Certains plongeurs affirment y distinguer des gravures ou des symboles. D'autres disent y voir des formes évoquant des animaux ou des visages. Tout cela mène à une grande question. Yonaguni est-il artificiel ou naturel? Pour certains experts, comme le géologue marin Masaaki Kimura, la structure a été bâtie par l'homme il y a des millénaires. Kimura l'a étudiée durant de longues années. Selon lui, les blocs de pierre ont été taillés et façonnés par des humains. Il pense que le site faisait partie d'une ancienne cité engloutie après un séisme ou une inondation. Il souligne aussi que d'autres structures voisines, comme des murs et des routes, renforcent son hypothèse. Si Kimura a raison, la cité pourrait avoir plus de 10 000 ans. Cela en ferait l'une des plus vieilles civilisations connues, plus ancienne que les pyramides d'Égypte ou les cités de Mésopotamie. Mais beaucoup d'autres scientifiques restent sceptiques. Les opposants affirment que les formes de Yonaguni ne sont pas humaines. Ils estiment que les roches se sont formées naturellement au fil du temps. La région est soumise à de forts courants et à de fréquents séismes. Ces forces peuvent briser et façonner les roches en lignes droites et surfaces planes. Pour certains géologues, la structure n'est qu'un ensemble de couches de grès fracturées qui imitent un aspect artificiel sans l'être. Aucune preuve claire ne tranche le débat. Aucun outil, poterie ou ossement n'a été trouvé sur le site. On n'y voit pas de rues ni de bâtiments comme dans d'autres cités englouties. Difficile donc d'affirmer avec certitude que des hommes y vécurent un jour. Le mystère reste entier. Pourtant, Yonaguni attire toujours plongeurs, chercheurs et curieux. Chaque année, de nombreux visiteurs explorent ces formes étranges et rêvent à son passé. Certains vont même jusqu'à croire que Yonaguni ferait partie d'un continent perdu comme le mythique Mu ou l'Atlantide, des terres englouties depuis longtemps. D'autres avancent que si la structure était artificielle, elle aurait pu appartenir à un peuple préhistorique du Japon, avant l'ère Jomon, qui remonte à plus de 12 000 ans. Des communautés vivaient déjà sur les côtes. Peut-être avait-elle développé une culture maritime plus avancée qu'on ne l'imagine. Certains chercheurs évoquent même l'idée d'une civilisation disparue dont Yonaguni serait l'un des rares vestiges visibles. Les débats sont vifs. Pour les sceptiques, il faut des preuves matérielles solides. Pour les passionnés, le monument de Yonaguni est déjà une révélation en soi. En attendant, l'endroit est devenu un lieu de fascination et d'imaginaire. Même si Yonaguni s'avérait être une formation naturelle, l'endroit n'en resterait pas moins fascinant. La structure est immense et unique. Elle s'élève du fond marin tel un gigantesque temple de pierre, silencieux et mystérieux. L'eau y est limpide, la vie marine foisonnante, ce qui en fait un site de plongée exceptionnel. Les bancs de poissons tropicaux,
Les requins marteaux et les tortues qui nagent autour du monument ajoutent encore à l'étrangeté du lieu. Le monument de Yonaguni nous rappelle aussi à quel point nous connaissons peu les océans. La majeure partie des fonds marins demeure inexplorée. Il pourrait exister bien d'autres lieux cachés, certains naturels, d'autres créés par des civilisations oubliées. Yonaguni nous incite à continuer de chercher, de questionner, de rester curieux face au monde qui nous entoure. De plus, ce monument alimente un imaginaire mondial. Des écrivains, des réalisateurs et des amateurs d'archéologie alternative l'associant à des récits de continents perdus, à des civilisations mythiques ou à des mystères encore insondables. Il est devenu, au même titre que l'Atlantide, une énigme qui relie science, histoire et légende. Pour l'instant, Yonaguni reste l'un des grands mystères de la mer. Qu'il s'agisse d'une cité bâtie par un peuple oublié ou d'un simple jeu de la nature, il nourrit l'imaginaire. Il nous invite à plonger sous la surface et à explorer l'inconnu. Et dans les profondeurs bleues près de l'île de Yonaguni, les formes silencieuses de pierre demeurent attendant le jour où leur véritable histoire sera enfin révélée. La cité du lion du lac Qiandao, au cœur de la Chine, sous les eaux tranquilles d'un lac paisible, repose une cité oubliée connue sous le nom de Cité du Lion. Elle gît au fond du lac Qiandao, aussi appelé le lac aux 1000 îles. Cette ville, autrefois pleine de vie, de commerce et d'habitation, demeure immobile et silencieuse sous la surface. Mais contrairement à beaucoup d'autres cités englouties, la Cité du Lion n'a pas été détruite par la nature. Elle a été volontairement placée là. La Cité du Lion, ou Xicheng, fut construite il y a plus de 300 ans, durant la dynastie Tang. Elle se situait dans la province du Zhejiang et servait de centre politique et culturel de la région. Son nom vient du Wushishan, la montagne des 5 Lions. Toute proche, la ville possédait de magnifiques édifices de pierre, des portes sculptées, des arches décorées, des gravures de dragons, de lions et de fleurs. Pendant des siècles, Xicheng fut habité. On y cultivait la terre, on y construisait des temples, on y commerçait avec d'autres bourgs. C'était une cité fière et paisible. Mais en 1959, tout bascula. Le gouvernement chinois décida d'ériger un barrage sur la rivière Shinan afin de produire de l'électricité. Ce projet allait créer un vaste lac artificiel. Malheureusement, la cité du Lion se trouvait en plein milieu de la zone prévue. Pour former le lac, toute la vallée dut être inondée. Des milliers de personnes furent contraintes de quitter leur foyer. La cité du Lion, ainsi que plusieurs villages voisins, allaient disparaître sous l'eau. Après l'évacuation, les eaux commencèrent à monter. Rue après rue, la cité antique fut engloutie. En quelques jours, elle disparut à la vue du monde. Le lac Qiandao devint rapidement un lieu apprécié pour la navigation, la pêche et le tourisme. On oublia la cité du Lion qui reposait dans ses profondeurs. Durant plus de 40 ans, la ville resta cachée sous plus de 30 mètres d'eau. Puis, au début des années 2000, des plongeurs la redécouvrirent. Ce qu'ils trouvèrent surprit tout le monde. La cité du Lion était toujours là, presque parfaitement conservée. L'eau l'avait protégée du vent, de la pluie et du temps. Grâce aux eaux calmes et froides du lac, les bâtiments ne s'étaient pas effondrés. Les murs de pierre, les portes en bois et même les tuiles des toits étaient encore en place. Les gravures des portes et des arches demeuraient nettes et détaillées. Les plongeurs explorèrent la cité et découvrirent qu'elle était vaste et soigneusement organisée. Des routes se croisaient en ligne droite. On comptait des centaines de bâtiments, écoles, habitations, commerces et temples. Certains édifices avaient 2 ou 3 étages. Même les marches menant aux portes restaient solides et bien dessinées. L'un des aspects les plus impressionnants de la Cité du Lion est l'état de conservation de son art. Des gravures d'animaux mythiques comme des dragons et des phénix ornent toujours les murs. Des fleurs et des symboles sculptés dans la pierre reflètent encore le style et les croyances des habitants d'autrefois. La redécouverte de Xicheng suscita l'enthousiasme en Chine et dans le monde. Scientifiques, historiens et plongeurs voulurent l'étudier. Des caméras et des robots sous-marins furent utilisés pour cartographier la ville. Des éclairages spéciaux permirent de réaliser des photos et vidéos nettes. Certaines images furent transformées en modèles 3D, afin que ceux qui ne plongent pas puissent voir la cité. Comme la ville repose profondément sous l'eau,
Seuls des plongeurs expérimentés peuvent la visiter. Des excursions sont désormais proposées, mais elles sont strictement encadrées pour préserver les ruines. Les touristes n'ont pas le droit de toucher au bâtiment ni d'emporter quoi que ce soit. L'objectif est d'étudier et de protéger, pas d'abîmer. La cité du lion du lac Qandao se distingue de nombreuses autres cités englouties. Elle n'a pas disparu par hasard, elle a été volontairement inondée pour développer un réseau électrique moderne. Pourtant, même si cela fut planifié, le résultat reste fascinant. La cité est un parfait exemple de ce qui peut survivre quand les conditions s'y prêtent. Shisheng nous enseigne que le changement ne rime pas toujours avec destruction. Parfois, une ville peut trouver une nouvelle vie sous l'eau. Elle devient alors une fenêtre sur l'histoire, un lieu où l'ancien monde rencontre le nouveau. Les ruines silencieuses de la cité du lion nous rappellent les récits que nous laissons derrière nous. Sous la surface du lac Tiandao, le temps semble suspendu. Des lions de pierre veillent encore sur les anciennes portes. Des rues mènent toujours à des maisons depuis longtemps abandonnées, et le passé continue de dormir en paix, sous l'eau immobile. Les structures sous-marines de Cuba, dans les eaux bleues profondes au large de Cuba, une découverte étrange a éveillé curiosité, mystère et débat. En 2001, une équipe d'explorateurs affirma avoir trouvé d'étonnantes structures de pierre sous la mer. Ces formes ressemblaient à des murs, des pyramides et même des routes. Certains y voyaient les restes d'une ancienne cité engloutie, d'autres restaient sceptiques. Aujourd'hui encore, nul ne sait vraiment ce qui repose au fond de la mer, près de l'ouest de Cuba. Tout commença quand une société canadienne appelée Advanced Digital Communication utilisait le sonar pour étudier les fonds marins. Le sonar envoie des ondes sonores dans l'eau et enregistre ce sur quoi elles rebondissent. On s'en sert souvent pour cartographier le relief sous-marin. En explorant une zone au large de la péninsule de Guanaacabib, l'équipe fit une découverte surprenante. Les images montraient de grandes formes symétriques, différentes des roches naturelles. Ces structures se trouvaient à une profondeur de 600 à 750 mètres, soit environ 2,0 à 2,500 pieds. Elles semblaient faites de blocs de pierre, certains alignés en ligne droite. On distinguait des motifs rappelant des routes et des bâtiments. La zone couvrait une vaste surface d'environ 2 km². La responsable du projet, Pauline Zalitsky, affirma que ces formes ressemblaient à des constructions humaines. Selon elle, il pouvait s'agir de ruines d'une cité très ancienne, engloutie depuis longtemps. Son équipe suggéra même que la cité pouvait dater de plus de 6,0 ans. Si c'était vrai, elle serait plus vieille que toute civilisation connue sur le continent américain. Mais un problème majeur se posait: la profondeur. La plupart des cités anciennes sont découvertes bien plus près de la surface. Si ces structures cubaines avaient réellement cet âge, cela bouleverserait notre compréhension de l'histoire humaine. Beaucoup de scientifiques restèrent donc prudents et réclamèrent davantage de preuves. Jusqu'ici, rien ne permet de confirmer que ces structures soient d'origine humaine. Aucun outil, ossement ou fragment de poterie n'a été retrouvé. De plus, la profondeur rend leur étude extrêmement difficile. À ce niveau, les plongeurs ne peuvent rester que très peu de temps. Il faudrait employer des robots spécialisés et du matériel coûteux de grande profondeur. Certains experts pensent que ces formes sont naturelles. Ils expliquent que les courants sous-marins et l'activité volcanique peuvent créer des motifs rocheux paraissant artificiels. La nature peut produire des lignes droites, des angles nets et même des formes pyramidales au fil des millénaires. De plus, les images sonars peuvent parfois induire en erreur. D'autres continuent d'espérer qu'il s'agit de bien plus. Certains ont même associé ce lieu à la légende de l'Atlantide, cette cité mythique disparue dans la mer. Bien sûr, aucune preuve de l'existence de l'Atlantide n'a jamais été trouvée, mais ce mythe ajoute à l'attrait de l'histoire. L'idée qu'un secret ancien se cache sous les vagues fascine beaucoup de monde. Le gouvernement cubain n'a pas autorisé beaucoup de nouvelles explorations et l'équipe initiale n'a pas publié toutes ces données. Le site demeure donc mystérieux depuis plus de 20 ans. Très peu de chercheurs ont pu l'étudier de près et aucune conclusion définitive n'a été donnée. Malgré ce manque de preuves, les structures sous-marines cubaines ont éveillé la curiosité à travers le monde.
Elle rappelle combien l'océan reste inexploré. Les scientifiques disent même que nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des mers. D'innombrables secrets restent peu être à découvrir. Cette histoire montre aussi que les découvertes peuvent remettre en question nos certitudes. Si ces structures venaient réellement d'une ancienne civilisation, cela prouverait que des cités existaient bien avant ce que l'on croyait possible. Cela poserait aussi des questions. Comment ce savoir a-t-il été perdu? Et pourquoi n'en reste-t-il aucune trace? En attendant de nouvelles recherches, la vérité sur les structures sous-marines cubaines demeure inconnue. Ce ne sont peu être que des formations naturelles ou bien les vestiges d'un passé oublié. Pour l'instant, elles reposent immobiles, loin sous les vagues, qu'elles soient le souvenir d'une civilisation engloutie ou de simples créations de la nature, elles nous rappellent de continuer à chercher, à questionner et à nous émerveiller de ce que les profondeurs peuvent encore cacher. Phanagoria, le port englouti de Russie. Sur la côte orientale de la mer Noire, près de l'actuelle Russie, reposent les ruines d'une ancienne cité appelée Phanagoria. Autrefois port animé et l'une des plus grandes cités grecques hors de Grèce, une partie de Phanagoria gît aujourd'hui sous la mer. Au fil des siècles, la terre a bougé, la mer est montée, et la nature a repris ce qui avait été bâti. De nos jours, ces vestiges racontent une histoire de commerce, de culture et de survie, une partie visible à terre, une autre dissimulée sous les vagues. Phanagoria fut fondée il y a plus de 200-500 ans, vers 543 avant notre ère, par des colons grecs venus de la cité de Théo. Chassés par la guerre et par la pression des Perses, ils traversèrent la mer en quête d'un nouveau foyer. Ils s'installèrent là où les fleuves Don et Kuban rencontrent la mer Noire. L'endroit était idéal, un carrefour entre l'Europe et l'Asie, parfait pour commercer, cultiver et pêcher. La ville prospéra vite. Elle devint un centre de culture et d'échange, non seulement pour les Grecs, mais aussi pour les Saïs, les Sarmates, puis plus tard les Romains. À son apogée, Phanagoria possédait temples, maisons, marchés et édifices imposants. C'était un lieu cosmopolite où se mêlaient de nombreuses traditions. On y parlait grec, on y honorait Zeus et Aphrodite, tout en intégrant aussi les croyances et coutumes des peuples voisins. Phanagoria n'était pas qu'un simple comptoir commercial. Elle devint la capitale du royaume du Bosphore, un État antique qui contrôlait une grande partie des rivages de la mer Noire. Des rois y résidaient, et l'on y frappait monnaie preuve de sa richesse et de son indépendance. La ville avait de solides murailles, de vastes ports et accueillait des navires chargés de vin, de poissons salés, de blé et de poteries. Mais la cité n'était pas à l'abri des périls. Elle connut des attaques, des incendies et de puissants séismes. Le sol se fissura, certains quartiers s'affaissèrent et la mer gagna du terrain. Des témoignages archéologiques suggèrent qu'un incendie dévastateur aurait ravagé une partie de la ville au 1er siècle avant notre ère. Plus tard, les invasions barbares et les guerres byzantines accélérèrent son déclin. Au Moyen Âge, Phanagoria perdit son rôle central. Les routes commerciales se déplacèrent, de nouveaux ports émergèrent, et l'ancienne capitale sombra dans l'oubli. Peu à peu, ses ports et ses palais tombèrent en ruine, certains ensevelis sous la terre, d'autres engloutis par les vagues. Redécouverte par les archéologues au XIXe siècle, Phanagoria est aujourd'hui considérée comme l'un des plus grands sites archéologiques antiques de Russie. Depuis les années 1950, des équipes fouillent le site, et depuis les années 2000, les recherches sous-marines se sont intensifiées. Des plongeurs et des robots sous-marins ont révélé des rues pavées, des fondations de temples et même des restes de fortifications immergées. L'une des trouvailles les plus impressionnantes fut la découverte d'un tombeau en marbre immergé, probablement la sépulture d'un noble du vieux siècle avant notre ère. On a aussi retrouvé des pièces de monnaie portant l'effigie des rois du Bosphore, des amphores de vin venus de Grèce et même des inscriptions grecques gravées dans la pierre. Chaque objet raconte un fragment de vie quotidienne. Comment on commerçait, comment on priait, comment on guerroyait. Phanagoria a aussi une place particulière dans l'histoire de la religion. Des fouilles ont révélé l'existence d'une des plus anciennes basiliques chrétiennes de la région, datant du vieux siècle. Cela montre que la ville,
même affaibli, resta un centre spirituel et culturel durant l'époque byzantine. Aujourd'hui, Phanagoria continue de surprendre. Les scientifiques utilisent le sonar et la modélisation 3D pour reconstituer la ville telle qu'elle était, et les images montrent un immense port fortifié, capable d'accueillir des dizaines de navires. Les parties immergées sont difficiles d'accès, mais les cartes et les reconstitutions virtuelles permettent au grand public de découvrir ce trésor sans plongée. Phanagoria est plus qu'un site archéologique. C'est une mémoire vivante du brassage des cultures, un témoin des échanges entre Grecs, peuples nomades et Romains. Elle nous montre la fragilité des cités, même les plus puissantes, face au temps, aux guerres et à la nature. Sous les eaux calmes de la mer Noire, Phanagoria dort. Ses pierres englouties et ses murs silencieux gardent encore la mémoire de rois, de marchands et de familles. Bien qu'oubliée pendant des siècles, elle renaît aujourd'hui peu à peu grâce aux fouilles et aux chercheurs. Chaque fragment retrouvé, chaque inscription déchiffrée redonne une voix à cette cité perdue. Et peut être qu'un jour, lorsque la mer livrera encore de nouveaux secrets, nous comprendrons enfin toute l'histoire de ce grand port englouti, car Phanagoria a encore beaucoup à raconter. Canudos, la ville engloutie du Brésil. Au cœur des terres du Brésil, il y eut autrefois une ville nommée Canudos. On y bâtissait des maisons, on y élevait des familles, on y pratiquait sa foi. Mais l'histoire de Canudos fut brève et tragique. D'abord détruite par la guerre, puis, bien des années plus tard, submergée sous un lac artificiel, elle disparut. Aujourd'hui, il ne reste plus que son souvenir, car la ville repose sous les eaux. Canudos fut fondée à la fin du XIXe siècle par un homme nommé Antonio Conselheiro, ce qui signifie Antoine le Conseiller en portugais. C'était un prédicateur religieux charismatique, vêtu simplement, qui prônait la foi, la solidarité et l'aide aux pauvres. Dans ses sermons, il dénonçait les injustices sociales, critiquait les impôts écrasants et appelait les gens à une vie plus juste. À une époque où le Brésil connaissait de grands bouleversements, la fin de l'esclavage en 1888, la chute de la monarchie en 1889 et les difficultés de la jeune République, ses paroles résonnaient profondément chez les plus démunis. Des fidèles vinrent de partout pour le suivre. Il s'installait à Canudos pour recommencer une vie loin de la pauvreté et de l'injustice. Très vite, la ville grandit. On estime qu'elle atteignit 25 à 30 habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes agglomérations de l'intérieur du Nord-Est à cette époque. On y construisit des maisons en pisé, des églises, des puits, des fermes et même un marché. La vie était dure, mais les habitants partageaient leurs ressources et vivaient selon un esprit communautaire. Pour eux, Canudos représentait un refuge dans un monde hostile. Mais le gouvernement brésilien voyait les choses autrement. Pour les autorités de Rio de Janeiro, une ville de cette taille, hors de leur contrôle, paraissait suspecte. Des rumeurs circulaient. On disait que Conselheiro voulait restaurer la monarchie ou même renverser la République. Ces accusations, jamais prouvées, alimentèrent la peur et la méfiance. Ce qui suivit fut l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire du Brésil, la guerre de Canudos. Entre 1896 et 1897, l'armée lança 4 expéditions contre la ville. Les 3 premières furent repoussées par les habitants, mal armés mais déterminés. Paysans, femmes et même enfants participèrent à la défense, utilisant de vieux fusils, des machettes et parfois seulement des pierres. Leur résistance fit trembler le gouvernement, qui décida d'envoyer une armée gigantesque, près de 10 soldats, appuyés par l'artillerie lourde. Le siège dura des mois. Les habitants souffrirent de la faim, du manque d'eau et des bombardements constants. Finalement, en octobre 1897, Canudos fut écrasé. La plupart de ses habitants furent massacrés, y compris femmes et enfants. Seules quelques centaines survécurent. Antonio Conselheiro, lui, était mort peu avant, probablement de dysenterie. La ville fut incendiée et rasée jusqu'au sol. Ce drame marqua profondément le pays. Le journaliste Euclide da Cunha, envoyé sur place, publia ensuite un livre majeur, Au Sertão, traduit en français sous le titre La révolte de Canudos.
Ce récit, mi-roman, mi-reportage, décrivit la brutalité du conflit et donna à Canudos une place dans la mémoire nationale et internationale. Pendant des décennies, le site resta désert, mais la mémoire de Canudos survécut dans les récits populaires, les chants du Nord-Est et les prières des descendants. Pour beaucoup, Canudos symbolisait à la foi, la résistance et l'injustice subies par les plus pauvres. Puis, dans les années 1960, un nouveau destin s'abattit sur la ville. Le gouvernement décida de construire le barrage de Kokorobo sur la rivière Vasabaris, afin de lutter contre la sécheresse chronique de la région et de produire de l'électricité. Lorsque le réservoir fut rempli en 1969, les terres de l'ancienne Canudos furent englouties. La cité disparut une seconde fois, cette fois sous les eaux. Aujourd'hui, au fond du lac de Kokorobo, reposent les ruines silencieuses de Canudos. La plupart du temps, elles sont invisibles. Mais lors des grandes sécheresses, quand le niveau du lac baisse, les vestiges réapparaissent. Des murs d'églises, des pierres de maisons, parfois même des pans entiers de rues. C'est comme si le passé remontait à la surface, rappelant l'histoire oubliée d'un peuple massacré. À proximité, une nouvelle ville fut fondée, Nova Canudos, Nouvelle Canudos. Elle accueille aujourd'hui les descendants des habitants d'autrefois. Un musée, un mémorial et un parc archéologique ont été créés pour préserver la mémoire du lieu. Des chercheurs continuent d'y travailler, fouillant le sol sec du sertan ou plongeant dans le lac quand le niveau de l'eau baisse. Canudos est devenu un symbole puissant au Brésil. Elle incarne le courage des pauvres face aux injustices, mais aussi la violence des incompréhensions politiques. Elle rappelle que des milliers de vies peuvent être détruites par la peur et les malentendus. Bien qu'elle ait été détruite 2 fois par la guerre puis par les eaux Canudos n'est pas tombée dans l'oubli. Son histoire vit encore dans les livres, les chants populaires et la mémoire collective. Quand le soleil se couche sur le lac Kokorobo, l'eau prend des reflets dorés. Sous la surface, les pierres de Canudos reposent toujours, comme les gardiennes muettes d'une ville courageuse et spirituelle qui osa rêver d'un monde différent. Vilarinho da Furna. Le village perdu du Portugal, au nord du Portugal, caché sous les eaux tranquilles d'un lac, se trouve un village appelé Vilarinho da Furna. Pendant des siècles, il a abrité des familles qui vivaient simplement proches de la nature. Elles cultivaient la terre, élevaient des animaux et s'entraidaient dans les moments difficiles. Mais dans les années 1970, le village a été englouti pour laisser place à un barrage. Aujourd'hui, ces maisons de pierre dorment sous l'eau, n'apparaissant que lorsque le niveau du lac descend. Vilarinho da Furna était un petit village de montagne situé dans la région de la Serra de Gerês, près de la frontière espagnole. On pense que des gens y ont vécu pendant plus de 7 siècles. Le village était construit avec de la pierre et du bois locaux. Les maisons étaient proches les unes des autres et les rues étroites. La vie y était calme et paisible. Les habitants travaillaient comme bergers, agriculteurs et artisans. Ce qui rendait Vilarinho da Furna spécial, c'était la façon dont les habitants vivaient ensemble. Le village suivait un système unique appelé « loi communautaire ». Cela signifiait que les décisions étaient prises collectivement. Il n'y avait ni maire ni chef unique. Un conseil d'anciens guidait la communauté et chacun avait son mot à dire. Les habitants partageaient terres, outils et bétail. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, les voisins s'unissaient pour le soutenir. Ce mode de vie créait une forte unité et un profond respect. Les enfants grandissaient en apprenant à prendre soin des autres et à assumer leurs responsabilités. Les règles n'étaient pas écrites mais transmises de génération en génération. Pour beaucoup, Vilarinho da Furna était plus qu'un village. C'était une façon de vivre fondée sur la justice et la bienveillance. Dans les années 1960, tout a changé. Le gouvernement portugais décida de construire un barrage hydroélectrique pour apporter l'électricité à davantage de régions. Le barrage allait inonder la vallée où se trouvait Vilarinho da Furna. Les ingénieurs avertirent les habitants que leur maison serait submergée. Le village se battit pour sauver son foyer. Ils demandèrent au gouvernement de trouver une autre solution, mais leurs voix restèrent sans réponse.
En 1971, le barrage fut achevé et l'eau commença à envahir la vallée. Peu à peu, le lac monta de plus en plus haut. Les habitants durent abandonner tout ce qu'ils avaient bâti. Certains s'installèrent dans des villes voisines, d'autres partirent plus loin pour recommencer. Le jour de leur départ, les villageois quittèrent ensemble leur foyer. Ce fut un adieu silencieux et douloureux. Bientôt, l'eau recouvrit les toits de pierre. Les rues et les maisons disparurent sous la surface. Vilarino da Furna devint un village fantôme, perdu sous les vagues du nouveau lac. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Certains étés, lors de grandes sécheresses, le niveau de l'eau baisse. Alors, les ruines de Vilarino da Furna émergeant des profondeurs. On distingue de nouveau des murs de pierre, des portes, et parfois même des fragments de rues. Des visiteurs viennent parcourir ce qui reste pour se souvenir du village disparu. Ces ruines rappellent la force de la communauté qui y vécut. Quelques anciens habitants reviennent sur les lieux de leur naissance. Ils marchent sur les chemins de leur enfance, désormais couverts de boue et d'eau. Ces visites font remonter des souvenirs, tantôt heureux, tantôt douloureux. Pour garder vivante cette mémoire, un musée a été construit à proximité. Le musée de Vilarino da Furna expose photos, outils, vêtements et récits du village. Il apprend aux visiteurs comment vivaient ses habitants et comment ils prenaient soin les uns des autres. Il rend aussi hommage à l'idée de vie communautaire, devenue rare dans notre monde moderne. Vilarino da Furna est une histoire de progrès et de perte. Elle montre que le développement peut profiter à beaucoup, mais aussi nuire aux petites communautés. Le barrage apporta électricité et croissance, mais il effaça un mode de vie qui durait depuis des siècles. Aujourd'hui, Vilarino da Furna est un lieu de mémoire. Il nous rappelle la valeur de la simplicité, du partage et de la solidarité. Même si l'eau recouvre ces pierres, l'esprit du village survit dans les récits transmis et dans les ruines qui réapparaissent quand le lac se fait tranquille. Et lorsque l'eau est immobile et que le ciel est clair, on dit qu'on peut entendre le vent traverser la vallée comme s'il portait les voix du passé, les murmures d'un village qui vécut en harmonie et qui dort désormais sous la surface. Carrière de Rummu, la prison engloutie d'Estonie. Dans le petit pays d'Estonie, en Europe du Nord, se trouve un lieu étrange et fascinant appelé la carrière de Rummu. Aujourd'hui, c'est un endroit populaire pour nager et plonger, avec une eau bleue claire et des collines blanches sablonneuses. Mais sous la surface se cache une histoire oubliée, une ancienne prison et une carrière qui ont été inondées puis abandonnées. Une partie repose désormais sous l'eau, formant l'un des sites engloutis les plus insolites au monde. L'histoire de Rummu commence à l'époque où l'Estonie faisait partie de l'Union soviétique. Dans les années 1940, une prison fut construite près de la ville de Rummu. Elle s'appelait la prison de Muru. Juste à côté, une carrière de calcaire fut ouverte, où les prisonniers étaient contraints de travailler. Le calcaire est une roche utilisée pour construire des bâtiments, des routes et d'autres matériaux. La carrière était vaste et le travail y était pénible et dangereux. Chaque jour, les prisonniers descendaient dans la carrière pour couper et transporter de lourdes pierres. Ils travaillaient de longues heures, souvent dans des conditions difficiles. Ce labeur faisait partie de leur peine, mais il servait aussi à bâtir des routes et des constructions pour l'Union soviétique. Au fil du temps, la carrière devint de plus en plus profonde à mesure que la pierre était extraite. Pour la maintenir au sec, des pompes étaient utilisées afin d'évacuer l'eau souterraine qui envahissait naturellement le trou. Tant que les pompes fonctionnaient, la carrière restait exploitable. Mais dans les années 1990, tout changea. En 1991, l'Estonie retrouva son indépendance. L'Union soviétique s'effondra et beaucoup de ses structures cessèrent de fonctionner. La prison fut fermée et les pompes de la carrière s'arrêtèrent. Sans elles, l'eau monta rapidement. En quelques jours, la carrière fut remplie, engloutissant tout à l'intérieur. Bâtiments, machines, clôtures et même des parties de la prison disparurent sous l'eau. Ce qui avait été un lieu de souffrance et de travail devint peu à peu un lac paisible. L'eau, étonnamment limpide, laissait voir le fond depuis la surface. Les gens commencèrent à visiter l'endroit,
attirés par sa beauté étrange. Les plongeurs découvrirent sous l'eau des bâtiments, des murs, des escaliers et des outils restés tels quels depuis l'abandon du site. L'une des visions les plus marquantes est le grand bâtiment de la prison. Une partie s'élève encore au-dessus de l'eau, tandis que le reste gît dessous. Y nager donne l'impression d'entrer dans un autre monde. Les plongeurs explorent d'anciennes cellules, des machines coulées et des murs de pierre. La nature a repris ses droits. Des poissons traversent désormais les pièces et des plantes poussent le long des murs. Les environs de la carrière se sont aussi transformés. La poussière de calcaire accumulée a formé des collines blanches ressemblant à des dunes. Avec l'eau bleue, le site évoque une plage venue d'une autre planète. Les visiteurs viennent y bronzeur, prendre des photos et explorer les ruines. Aujourd'hui, la carrière de Romu accueille de nombreuses activités. On y nage, on y fait du kayak, du paddle et de la plongée. Certains tournent même des clips musicaux et des films grâce à son décor unique. Des festivals et événements y ont lieu. Pourtant, derrière ce côté ludique et beau, subsiste un passé sombre dont beaucoup se souviennent encore. Le système carcéral soviétique était dur. De nombreuses personnes étaient arrêtées pour des raisons politiques ou de petits délits, puis envoyées travailler dans des lieux comme Romu. La vie y était rude et le travail dangereux. En visitant le site, on découvre aussi ce chapitre difficile de l'histoire estonienne. Pour assurer la sécurité et préserver les ruines, certaines zones de la carrière sont aujourd'hui gérées par des groupes locaux. Des panneaux et règles de sécurité sont en place. Des guides expliquent aux visiteurs ce qu'ils voient à la surface comme sous l'eau. La carrière de Romu illustre la façon dont les lieux changent avec le temps. Ce qui fut un espace de douleur et de contrainte est devenu un lieu de paix et de liberté. Elle rappelle que l'histoire ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement d'être redécouverte. Sous la surface calme, les ruines silencieuses de la prison et de la carrière racontent encore leur histoire. Les murs brisés et les pièces vides parlent de vie passée, de travail accompli et du temps qui s'écoule. Et lorsque la lumière du soleil traverse l'eau claire, Romu montre comment la beauté peut jaillir même des endroits les plus sombres. Le rôle du changement climatique dans les futures villes englouties. Partout dans le monde, les villes grandissent. De plus en plus de personnes vivent près des côtes. De grandes métropoles comme New York, Jakarta, Miami ou Bangkok se trouvent au bord des océans ou des fleuves. Ces lieux sont animés et pleins de vie. Mais une nouvelle menace se profile, le changement climatique. À mesure que la planète se réchauffe, le niveau des mers monte. Cela pourrait conduire, dans l'avenir, à l'inondation de villes entières, tout comme les cités abandonnées et englouties du passé. Le changement climatique survient lorsque les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, retiennent la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Ces gaz proviennent principalement de la combustion des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Plus la chaleur est piégée, plus la température de la Terre s'élève. Ce réchauffement entraîne de nombreux problèmes, mais l'un des plus graves est la fonte des glaces. Au Groenland et en Antarctique, d'immenses calottes glaciaires fondent. Dans les montagnes, les glaciers reculent. Toute cette glace fondue se transforme en eau qui s'écoule vers les océans, faisant monter leur niveau. De plus, l'eau chaude occupe plus d'espace que l'eau froide. En se réchauffant, les océans se dilatent et contribuent encore davantage à cette élévation. Même une petite hausse du niveau de la mer peut avoir de grandes conséquences. Dans de nombreuses villes, les habitations, les rues et les commerces se trouvent à quelques mètres seulement au-dessus de la mer. Lorsque l'océan monte, les inondations deviennent plus fréquentes. Les tempêtes, plus puissantes, apportent pluies torrentielles et vagues plus hautes. Dans certains endroits, l'eau s'infiltre déjà dans les quartiers. Un exemple frappant est Jakarta, capitale de l'Indonésie.
La ville s'enfonce pendant que la mer monte. Certaines zones sont déjà situées sous le niveau de la mer. Les inondations y sont régulières et le gouvernement prépare le transfert de la capitale vers une région plus élevée. Pourtant, des millions d'habitants vivent toujours à Jakarta et risquent de perdre leur foyer. À Miami, aux États-Unis, on observe parfois des inondations par temps ensoleillés lorsque l'eau jaillit des sols et envahit les rues même sans pluie. Avec la montée des océans, ce phénomène va s'aggraver. La ville investit des millions pour rehausser les routes et améliorer l'évacuation des eaux. Mais les experts avertissent que certaines parties pourraient être sous l'eau d'ici la fin du siècle. Au Bangladesh, des villages entiers disparaissent. L'eau salée envahit les champs et les habitations, rendant la terre stérile. Les habitants doivent se déplacer à l'intérieur des terres. Ce sont des réfugiés climatiques, des personnes contraintes de quitter leur foyer à cause des bouleversements de l'environnement. La menace touche aussi les petits États insulaires comme les Maldives, Tuvalu ou Kiribati. Situés à peine au-dessus du niveau de la mer, ils risquent d'être entièrement submergés. Quelques centimètres d'eau supplémentaires suffiraient à les effacer de la carte. Certaines populations préparent déjà des solutions, maisons flottantes ou même projets de migration vers d'autres pays. Les scientifiques estiment que le niveau des mers pourrait s'élever d'1 à 2 mètres au cours du prochain siècle. Cela peut sembler faible, mais ce serait suffisant pour inonder d'immenses zones côtières. Ports, villes entières et monuments historiques pourraient être perdus. Que faire? D'abord, il faut ralentir le changement climatique. Cela signifie utiliser davantage d'énergie propre comme le solaire et l'éolien et réduire la dépendance aux voitures polluantes. Cela veut dire aussi protéger les forêts qui absorbent le dioxyde de carbone et concevoir des villes plus intelligentes. Les pays doivent coopérer, réduire leurs émissions et respecter les accords mondiaux comme l'accord de Paris. Ensuite, il faut se préparer à ce qui arrive. Construire des digues plus solides, rehausser certains bâtiments, planifier des zones urbaines plus sûres. Parfois, il faudra déplacer des populations loin des côtes. Ce n'est pas simple, mais prévoir aujourd'hui peut éviter des catastrophes demain. L'éducation est essentielle. Tous doivent comprendre les risques et savoir comment protéger leur communauté. Les jeunes s'expriment déjà et réclament des actions. Leur mobilisation pousse gouvernements et entreprises à agir. Les villes englouties dont nous avons parlé jusque-là avaient disparu à cause de catastrophes naturelles, de guerres ou de projets humains. Mais les cités menacées par la montée des eaux le sont par un danger que nous voyons venir. Le changement climatique n'est pas une surprise, il est en cours. Si nous n'agissons pas, les villes animées d'aujourd'hui pourraient devenir les cités fantômes de demain. Les générations futures pourraient nager dans des rues submergées et se demander pourquoi nous n'avons pas fait davantage. Mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons protéger nos foyers et bâtir un avenir plus sûr. L'histoire des villes englouties n'a pas besoin de se répéter. Avec la connaissance, la solidarité et l'action, nous pouvons écrire une autre fin, celle où les cités s'élèvent au-dessus des vagues, plutôt que de disparaître sous elles. Le mystère sous les vagues. Depuis des milliers d'années, les humains ont construit des villes, des villages et des temples près de la mer, des lacs et des rivières. L'eau est essentielle pour boire, cultiver, pêcher et voyager. Mais parfois, cette même eau qui donne la vie peut aussi l'enlever. Certaines cités ont fini englouties, perdues et oubliées pendant des siècles, voire des millénaires. Ce sont les cités sous-marines du monde. La plupart des gens ont entendu parler de l'Atlantide, cette ville mythique censée avoir sombré dans l'océan. Personne ne l'a jamais trouvée et beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'une légende. Mais il existe de vraies cités englouties un peu partout sur la planète. Ce ne sont pas que des histoires. Ces lieux ont autrefois abrité des habitants menant une vie ordinaire. Aujourd'hui, ils reposent dans le silence, sous les vagues. Il existe de nombreuses raisons expliquant pourquoi des cités deviennent des ruines sous-marines. Les catastrophes naturelles sont parmi les principales. Tremblements de terre, tsunamis et éruptions volcaniques peuvent détruire des terres et les faire s'effondrer. De fortes pluies et des inondations peuvent remplir des vallées et noyer des villages. Dans certains cas, des barrages sont construits pour créer des lacs servant à l'électricité ou à l'eau.
Quand cela arrive, des villes entières sont parfois déplacées ou simplement abandonnées et submergées. Dans d'autres cas, le niveau de la mer a lentement monté au fil du temps. Cela peut se produire lorsque la glace fond lors de périodes chaudes de l'histoire de la Terre. Quand la mer monte, elle recouvre des terres où des maisons et des temples s'élevaient autrefois. Sur des centaines d'années, des pans entiers de littoraux peuvent disparaître sous l'eau. Découvrir ces cités englouties n'est pas facile. Elles sont souvent ensevelies sous du sable, de la vase ou du corail. Parfois, des pêcheurs remontent dans leurs filets des morceaux de poterie ou de bâtiments. D'autres fois, ce sont des plongeurs ou des robots sous-marins qui tombent sur des murs, des routes ou des ruines en explorant. Ces découvertes sont passionnantes car elles nous permettent d'ouvrir une fenêtre sur le passé. Les archéologues sous-marins sont ceux qui étudient ces villes perdues. Ils portent des combinaisons spéciales et utilisent des outils pour fouiller et nettoyer les ruines. C'est un travail très difficile. L'eau est froide, sombre, et les courants peuvent être puissants. Mais la récompense est immense. Chaque pot cassé, chaque mur de pierre, chaque sculpture raconte une histoire. Ces récits nous aident à comprendre comment vivaient les gens il y a longtemps. Certaines cités sous-marines sont très anciennes, vieilles de plus de 50 ans. Elles furent jadis des centres de commerce, de religion, de pouvoir. Elles possédaient des rues, des maisons, des temples et des ports. D'autres sont plus récentes. Certains villages ont été engloutis il y a seulement 50 ou 60 ans lors de la construction de barrages. Ces lieux ressemblent à des capsules temporelles montrant la vie juste avant l'arrivée des eaux. On trouve ces cités partout dans le monde. En Grèce, Pavlopétrie est l'une des plus vieilles cités englouties connues. En Inde, il y a Dwarka, que certains associent à d'anciennes légendes. En Chine, une ville appelée Chicheng repose sous un lac. Dans les Caraïbes, Port-Royal a sombré après un tremblement de terre. Près de l'Égypte, Tonis Héracléon était autrefois un port animé, désormais enfoui sous la mer. Chacune de ces cités a une histoire unique. Elles furent des foyers où des gens cuisinaient, travaillaient, aimaient et riaient. Puis quelque chose changea, et elles disparurent. Certaines furent avalées brutalement par un désastre. D'autres s'enfoncèrent lentement au fil du temps, mais toutes finirent oubliées jusqu'à ce que quelqu'un les redécouvre. Aujourd'hui, beaucoup de ces villes sont explorées par des scientifiques, des plongeurs et même des touristes. Certaines sont difficiles d'accès, enfouies dans les profondeurs. D'autres se trouvent en eau peu profonde, où l'on distingue encore les sommets des bâtiments quand la marée est basse. Certaines sont protégées, tandis que d'autres attendent toujours d'être étudiées pleinement. Ces cités sous-marines ne sont pas seulement impressionnantes à voir, elles nous aident à mieux comprendre l'histoire humaine. Elles nous montrent comment les gens vivaient, construisaient leurs maisons et réagissaient face aux dangers. Elles nous rappellent aussi la force immense de la nature. Ce qui fut une terre peut devenir mer. Ce qui fut un foyer peut se transformer en ruine. Aujourd'hui, alors que le monde change avec la montée des eaux et la violence des tempêtes, les récits de ces cités perdues sont plus importants que jamais. Ils montrent ce qui peut arriver si l'on ignore les signes du changement. Ils nous rappellent de respecter la nature et d'apprendre du passé. Dans les chapitres qui suivent, nous visiterons 20 cités sous-marines différentes. Certaines ont plusieurs millénaires, d'autres datent de l'époque moderne. Chacune est un monde secret sous les vagues, qui attend d'être découvert. Alors, inspirez profondément et préparez-vous à plonger. Le voyage ne fait que commencer. Dwarka, le royaume englouti de Krishna. Dans les eaux bleues au large de l'Inde, près de la ville moderne de Dwarka, dans l'état du Gujarat, repose un ancien mystère. Sous les vagues se trouvent des ruines que beaucoup croient appartenir à une cité légendaire. Cette cité s'appelle Dwarka, et on dit qu'elle fut le royaume du Seigneur Krishna, l'un des dieux les plus vénérés de la mythologie indienne. Pendant des siècles, Dwarka n'exista que dans les textes sacrés et les chants des conteurs. Selon les écritures hindoues, ce n'était pas une ville ordinaire. Dwarka était décrite comme une métropole éblouissante, bâtie par Krishna lui-même, avec des palais d'or, de larges boulevards, des portes étincelantes et des jardins luxuriants. Chaque jour, des navires arrivaient de toutes parts, transportant épices, gemmes et trésors. Mais les récits racontent aussi que la ville connut une fin dramatique engloutie par l'océan après le départ de Krishna de ce monde. Cette croyance commença à vaciller au début des années 2000.
Des archéologues marins explorant le golfe de Cambat tombèrent sur quelque chose de remarquable. Sous les eaux, ils découvrirent des structures de pierre, des marches et des murs, ressemblant aux vestiges d'une cité. Des plongeurs remontèrent tessons de poterie, outils en pierre et blocs sculptés. Certains objets, datés en laboratoire, semblaient avoir plusieurs milliers d'années, peu être jusqu'à 9-0 ans. Si ces datations sont correctes, il s'agirait de l'un des plus anciens établissements connus au monde, plus ancien que la Mésopotamie et les pyramides d'Égypte. La découverte fit l'effet d'un choc. Était-ce vraiment la Dwarka de la légende? Explorer ces ruines n'a pas été simple. Les eaux y sont troubles, avec de forts courants et du limon qui dissimulent ses secrets. Les archéologues durent utiliser sonars, robots sous-marins et cartographie avancée pour reconstituer le site. Malgré cela, les recherches progressent lentement. Les ruines déclenchèrent aussi de vives polémiques. Certains scientifiques soutiennent que ces formations de pierre sont naturelles, sculptées par la géologie. D'autres estiment que, même si la cité est réelle, elle ne serait pas liée directement à Krishna, mais à une culture plus ancienne ayant vécu le long des côtes indiennes. Pourtant, les objets retrouvés prouvent que des hommes vivaient, commerçaient ici il y a des millénaires. Les textes anciens ajoutent une autre dimension au mystère. Le Mahabharata et le Bhagavata Purana décrivent Dwarka, 900 palais d'argent, d'or et de pierres précieuses, d'immenses remparts protégeant le port et des marchés animés. Certains chercheurs y voient des exagérations poétiques. D'autres pensent qu'il s'agit de souvenirs embellis d'une ville bien réelle, finalement engloutie par la mer. Mais Dwarka ne fascine pas seulement les croyants. Les historiens et géologues y voient aussi un témoignage de l'évolution des mers et des civilisations côtières. Il faut se rappeler qu'il y a environ 10 ans, la planète sortait de la dernière ère glaciaire. Le niveau des océans montait rapidement, engloutissant de nombreuses zones habitées. Dwarka pourrait être l'un de ces témoins silencieux des bouleversements climatiques de l'Antiquité. La ville moderne de Dwarka maintient vivante cette légende. Elle est l'un des 4 plus saints lieux de pèlerinage de l'hindouisme, attirant chaque année des milliers de fidèles. Le célèbre temple Dwarkadhish, dédié à Krishna, se dresse depuis des siècles comme un symbole de foi, reliant la cité actuelle à celle enfouie sous les vagues. Aujourd'hui encore, des rituels et festivals y sont célébrés avec ferveur, en particulier le Janmashtami, la fête de la naissance de Krishna. Dwarka inspire aussi l'imaginaire collectif. Des documentaires, des romans et même des films indiens se sont emparés de ce mystère, nourrissant l'idée que la frontière entre mythe et réalité est parfois floue. Les chercheurs indiens espèrent que de futures explorations, grâce à des technologies plus avancées, permettront d'apporter des preuves irréfutables. L'histoire de Dwarka soulève aussi une question plus vaste. Combien d'autres villes avons-nous perdues dans l'océan? Depuis des millénaires, la montée des eaux, les séismes et les tsunamis redessinent les côtes. Dwarka ne peut être pas la seule grande cité réclamée par la mer. Certaines légendes similaires existent ailleurs d'Atlantide en Occident aux mythes d'Asie du Sud-Est. Ces histoires contiennent-elles aussi une part de vérité? Pour l'Inde, les découvertes de Dwarka ont une signification culturelle profonde. Ce ne sont pas seulement des pierres et des ruines. Ce sont des liens avec la mythologie, la religion et l'histoire nationale. Même si la cité sous-marine n'était pas celle de Krishna, elle reste une fenêtre ouverte sur le passé. Dwarka rappelle que l'histoire n'est pas seulement consignée dans des livres, mais parfois cachée sous les vagues. Ainsi le mystère demeure. Chaque plongée, chaque découverte ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Légende, réalité ou peut être les deux, Dwarka captive l'imagination des scientifiques, des pèlerins et des rêveurs. Et qui sait, peut être qu'un jour l'océan finira par livrer tous ses secrets, révélant non seulement Dwarka, mais tout un chapitre oublié de l'histoire de l'humanité. Port-Royal, la cité des pirates. Autrefois surnommée la ville la plus dépravée de la Terre, Port-Royal était une cité animée et indomptée des Caraïbes. Elle regorgeait de pirates, de marchands et de marins. On y venait pour boire, commercer et dépenser son or. Mais en quelques instants, tout changea à jamais. Un immense tremblement de terre frappa et la majeure partie de Port-Royal sombra sous la mer. Aujourd'hui,
Les parties englouties de la ville reposent au fond des eaux, silencieuses et oubliées par le temps. Port-Royal se trouvait en Jamaïque, au bout d'une étroite bande de terre appelée les Palisados. Au XVIIe siècle, elle devint l'un des ports les plus importants de la mer des Caraïbes. Sa position en faisait un lieu idéal pour le commerce. Des navires arrivaient d'Europe, d'Afrique et des Amériques, chargés de sucre, de rhum, d'or et d'esclaves. Mais Port-Royal ne fut pas célèbre seulement pour le commerce. Elle était connue aussi comme une ville de pirates. De nombreux pirates et corsaires en firent leur base. Un corsaire, c'est un marin payé par un gouvernement pour attaquer les navires ennemis. Ces hommes pillaient les bateaux espagnols et rapportaient leurs trésors à Port-Royal. La cité s'enrichit grâce à l'or, l'argent et les bijoux volés. La vie à Port-Royal était débridée. La ville comptait plus de tavernes que d'églises. On y trouvait des maisons de jeu, des auberges et toutes sortes d'endroits où dépenser son argent. Marins et pirates y buvaient trop et se battaient souvent. Certains la surnommaient ville du péché, d'autres la voyaient comme un lieu de liberté où chacun vivait à sa manière. Mais Port-Royal ne se résumait pas seulement aux excès. Elle était aussi un carrefour culturel. On y parlait plusieurs langues. On y entendait des chants venus d'Afrique, des prières d'Europe et des récits d'Indiens des Caraïbes. C'était une mosaïque de peuples, un mélange explosif de traditions et de croyances. Tout bascula le matin du 7 juin 1692. Vers 11h43, un séisme massif secoua la terre. Le sol trembla violemment, les bâtiments s'effondrèrent et la terre sous la ville commença à s'enfoncer. En quelques minutes, une grande partie de Port-Royal disparut dans la mer. Les vagues balayèrent les rues et des navires furent projetés à terre. Près de 2 personnes périrent ce jour-là, écrasées par les bâtiments ou englouties par la mer. Beaucoup d'autres furent blessés ou devinrent sans abri. Les survivants racontèrent avoir vu le sol s'ouvrir et avaler des édifices entiers. Certains affirmèrent même que la mer avait puni la cité maudite. Pour beaucoup de religieux de l'époque, cette catastrophe était un châtiment divin contre les excès et la corruption. Dans les années suivantes, une partie de Port-Royal fut reconstruite, mais elle ne retrouva jamais sa splendeur d'autrefois. D'autres catastrophes suivirent. Incendie, ouragan, puis un nouveau séisme en 1907. Aujourd'hui, il ne reste qu'un petit village de pêcheurs à cet endroit, mais les ruines de l'ancienne ville reposent encore sous la mer, attendant d'être explorées. Depuis les années 1950, plongeurs et archéologues étudient les vestiges engloutis. Ils ont retrouvé des rues, des maisons, ainsi que des objets du quotidien comme bouteilles, assiettes, outils ou pièces de monnaie. L'une des découvertes les plus marquantes fut une montre de poche arrêtée à 11h43, l'heure exacte du tremblement de terre retrouvé près du squelette de son propriétaire. Parce que la ville coula si vite, beaucoup d'objets furent préservés en bon état. L'eau recouvrit tout comme une couverture, protégeant les ruines du vent et du soleil. C'est ce qui fait de Port-Royal l'un des sites archéologiques sous-marins les plus précieux du monde. L'étude de cette cité engloutie nous offre une image claire de la vie au XVIIe siècle. On peut voir comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils portaient, et comment ils travaillaient. C'est comme ouvrir une fenêtre sur le passé. Certains bâtiments tiennent encore debout sous l'eau, dont une taverne et un fort. Des plongeurs ont même nagé à travers les portes d'anciennes maisons. L'histoire de Port-Royal nous éclaire aussi sur les catastrophes naturelles. Les scientifiques examinent la zone pour mieux comprendre les séismes et la façon dont la Terre peut soudain s'enfoncer. Ce phénomène est appelé liquéfaction. Le sol devient mou comme un liquide pendant un tremblement de terre et les bâtiments y coulent. Mais Port-Royal est aussi une mémoire de l'histoire coloniale. On y retrouve les traces du commerce triangulaire, des fortunes bâties sur l'esclavage, et des luttes entre empires européens pour le contrôle des mers. Derrière les récits de pirates se cache aussi la dure réalité d'un monde violent, où richesse et misère se côtoyaient en permanence. Des projets visent aujourd'hui à protéger le site et à le transformer en musée ou en attraction touristique. Mais préserver une cité sous-marine n'est pas simple. L'eau salée abîme les ruines avec le temps, et des plongées imprudentes peuvent les endommager.
des experts cherchent les meilleurs moyens d'étudier et de sauvegarder Port-Royal pour l'avenir. Même silencieuse, la ville continue de vivre par ses histoires. Les récits de pirates, de trésors et du grand tremblement de terre captivent toujours les esprits. Livres, films et jeux se sont inspirés de Port-Royal et de son passé tumultueux. La culture populaire en a fait un décor mythique, au même titre que l'Atlantide ou Tortuga. Port-Royal fut peu être qualifiée de perverse, mais elle était aussi pleine de vie. C'était un endroit où l'on prenait des risques, où l'on poursuivait des rêves et où l'on vivait dangereusement. Aujourd'hui, ces ruines reposent sous les eaux chaudes des Caraïbes, cité fantôme qui nous rappelle à quelle vitesse tout peut basculer. Ainsi, la cité des pirates sommeille engloutie, muette et pleine de secrets encore à découvrir. Être qu'un jour, les eaux des Caraïbes livreront encore de nouveaux trésors, réveillant la mémoire de cette ville où l'histoire, la légende et le mythe se confondent. Baiae, le terrain de jeu englouti de Rome. Il y a longtemps, à l'époque de l'Empire romain, il existait une ville appelée Baiae. Ce n'était pas une cité ordinaire, c'était un lieu de richesse, de beauté et de plaisir. Les Romains aisés s'y rendaient pour se détendre dans des bains chauds, écouter de la musique, participer à des fêtes et échapper à l'agitation de Rome. Mais avec le temps, cette cité luxueuse fut lentement engloutie par la mer. Aujourd'hui, une grande partie de Baiae repose sous l'eau, silencieuse et oubliée, mais toujours porteuse des secrets d'un âge d'or. Baiae fut construite sur la côte ouest de l'Italie, près de la baie de Naples. Grâce à ces eaux thermales, on y bâtit des thermes publics, des demeures et des jardins. Rapidement, la ville devint un lieu favori pour les plus puissants de Rome. Des figures célèbres comme Jules César, Néron et l'empereur Auguste fréquentaient Baiae. Certains y firent même édifier leur propre villa. Ce n'étaient pas de simples maisons, mais d'immenses domaines avec piscines, fontaines, œuvres d'art et vastes salles pour les banquets. Baiae devint célèbre comme un lieu de divertissement et de luxe, où les riches pouvaient profiter de leur temps libre avec faste. Mais Baiae n'était pas seulement une station de villégiature. Elle représentait aussi un élément essentiel de la culture romaine. La ville possédait des temples, des théâtres, des marchés et des routes pavées. Des artistes, musiciens et écrivains y séjournaient. On pensait qu'un séjour à Baiae était bénéfique pour le corps comme pour l'esprit. Cependant, la cité avait aussi son côté sombre. Certaines histoires racontent que Baiae devint trop débridée. On parlait d'excès d'alcool, de jeux d'argent et de comportements scandaleux. Quelques Romains la considéraient comme un repère de vices et d'excès. Pourtant, malgré ces critiques, Baiae resta populaire durant de longues années. Alors, comment une ville si célèbre s'est-elle retrouvée sous les eaux ? La réponse se trouve sous le sol. Baiae fut bâtie dans une zone à forte activité volcanique. Le territoire environnant fait partie des champs flégréens, ce qui signifie champs brûlants en grec. Cette région regorge de sources chaudes, de fumerolles et de sols instables. Pendant des siècles, le terrain s'est lentement affaissé. Ce phénomène, appelé bradyséisme, survient lorsque le magma situé en profondeur se déplace, faisant s'élever ou s'enfoncer la surface. Dans le cas de Baiae, le sol s'est enfoncé. La mer a avancé et recouvert des portions de la cité. Des édifices jadis sur la terre ferme reposent désormais sous les flots. Les séismes et autres phénomènes naturels ont accéléré ce processus. Au Moyen Âge, une grande partie de Baiae avait disparu. Pendant longtemps, on oublia les ruines englouties. Mais dans les années 1940 et 1950, des plongeurs commencèrent à repérer des traces de l'ancienne cité. Ils virent des colonnes, des statues et des murs sous la mer. Au fil des années, scientifiques et archéologues étudièrent le site plus en détail. Ils découvrirent des routes, des bâtiments, des mosaïques et même des fragments de mobilier.
La mer avait étonnamment bien conservé Baiae. Aujourd'hui, la cité engloutie fait partie d'une zone protégée appelée Parc archéologique sous-marin de Baiae. Les plongeurs peuvent y nager à travers des rues romaines, près des ruines de villas et de thermes. Des bateaux à fond de verre permettent aux visiteurs d'admirer la ville sans plonger. C'est comme un musée installé au fond de la mer. Parmi les découvertes les plus impressionnantes figure la statue d'Ulysse, le héros de la mythologie grecque. Elle fut retrouvée sous l'eau, toujours debout. D'autres statues représentant des dieux, des animaux ou des empereurs ont également été exhumées. Elles rappellent la richesse culturelle et historique de la cité. Les technologies modernes aident les chercheurs à en apprendre davantage. Des robots sous-marins, des scanners 3D et des cartes numériques sont employés pour explorer les ruines. Ces outils permettent d'observer des détails sans endommager le site. On peut même reconstruire la ville sur ordinateur et montrer à quoi ressemblait Baiae autrefois. Baiae est unique car elle nous offre une image claire de la vie romaine. La plupart des cités antiques sont enfouies sous la terre ou détruites par le temps. Baiae, elle, a été protégée par la mer. Ses rues, ses murs et ses œuvres d'art demeurent visibles tels qu'ils étaient. L'histoire de Baiae est à la fois belle et triste. Ce fut une ville de joie et de splendeur, où l'on vivait dans le luxe. Mais c'était aussi une cité fragile, bâtie sur un sol instable. La nature l'a repris lentement, morceau par morceau. Aujourd'hui, elle repose sous les flots, un rêve romain caché sous la mer. Kekova, la cité engloutie de la côte turque, le long de la côte sud de la Turquie, dans les eaux claires et bleues de la Méditerranée, repose une petite île paisible appelée Kekova. Juste à côté, sous la surface, dorment les vestiges d'une cité antique. On y distingue encore des murs de pierre, des escaliers, des fondations de bâtiments. Certaines ruines émergent même de l'eau, rappelant que ce lieu tranquille fut autrefois rempli de vie. Cette cité engloutie est parfois appelée la ville submergée de Simena. Elle fut construite il y a plusieurs milliers d'années par les Lyciens, un peuple mystérieux et fascinant qui occupait la région bien avant les Grecs et les Romains. Les Lyciens avaient leur propre langue, écrite dans un alphabet unique et un mode de gouvernement original. Contrairement à beaucoup d'autres peuples de l'Antiquité, ils pratiquaient une forme de démocratie fédérale. Avec le temps, d'autres civilisations s'y installèrent aussi, dont les Romains et les Byzantins, chacun laissant des traces, des monuments et des récits. Simena était une petite ville, mais une ville active et importante. On y trouvait des maisons, des temples, des commerces et des routes pavées. Ses habitants vivaient de la pêche, de l'agriculture et surtout du commerce maritime. Construite en bord de mer, la cité accueillait les bateaux dans son port, véritable porte d'entrée vers le reste du monde méditerranéen. Mais la terre de cette région est instable, soumise à de fréquents tremblements de terre. Peu à peu, le sol s'est affaissé et une partie de la cité a sombré dans la mer. Certains pensent qu'un puissant séisme a causé ce désastre en une seule nuit. D'autres estiment que l'enfoncement s'est produit progressivement, au fil des siècles. Quoi qu'il en soit, de larges portions de Simena reposent désormais sous les vagues, comme si la mer avait doucement repris ce qui lui appartenait. Ce qui rend Kekova unique, c'est la proximité des ruines avec la surface. Par temps calme, on peut voir depuis un bateau les murs antiques, les colonnes brisées et les escaliers qui descendent directement dans l'eau, comme s'ils invitaient les visiteurs à entrer dans une maison disparue. Les toits de certains bâtiments dépassent encore des flots, fantômes de pierre flottant entre deux mondes. Aujourd'hui, on explore les ruines en bateau. Des guides locaux racontent les histoires des anciens habitants et montrent les vestiges des maisons et des rues englouties. Comme le site est protégé, il est interdit d'y plonger ou de s'y baigner, afin de préserver ces pierres fragiles. Pourtant, la simple vue depuis l'eau suffit à éveiller l'imagination. On peut presque entendre les voix des marchands, sentir l'agitation du port et imaginer la vie qui animait autrefois la cité. Sur la terre ferme, les villages voisins de Kaleköy et d'Ussaouz possèdent eux aussi des vestiges antiques. À Kaleköy, un château construit par les croisés domine la colline. Depuis ses remparts, on contemple toute la baie de Kekova et la cité submergée en contrebas. On y trouve aussi des tombes lyciennes, de grands sarcophages taillés dans la pierre et façonnés comme des maisons.
Certains reposent à moitié dans l'eau, debout depuis plus de 2000 ans malgré la mer qui les entoure. Pour protéger cet héritage, la Turquie a fait de la zone une réserve spéciale, appelée les aires spécialement protégées de Kekova. Aucune nouvelle construction n'y est autorisée et les ruines sont surveillées de près. Des scientifiques continuent d'étudier le site grâce à des caméras sous-marines, au sonar et à la cartographie numérique. Ces technologies permettent de mieux comprendre l'histoire de la cité sans l'abîmer. Kekova est aussi un bel exemple d'harmonie entre la nature et l'histoire. La mer, qui engloutit la ville autrefois, la protège aujourd'hui du vent, de la pluie et du temps. Des poissons nagent dans ces anciennes rues, des algues recouvrent doucement les murs de pierre, et parfois des tortues de mer glissent entre les ruines comme si elles gardaient les secrets de la cité. Pour les visiteurs, Kekova offre une expérience calme et hors du temps. Pas de foule bruyante ni de grands édifices modernes, seulement le bruit de l'eau, la vision des ruines et l'impression de remonter les siècles. Les bateaux glissent lentement sur l'eau turquoise, et les récits des guides redonnent vie aux dieux, aux empires et aux peuples de la mer. La cité engloutie de Kekova ne peut être pas la plus célèbre, mais elle possède une beauté discrète et durable. Elle nous rappelle que les villes naissent et disparaissent, mais que leurs histoires demeurent. Cachées sous les vagues, elles attendent qu'on se souvienne d'elles. Et puis, il y a la magie des couchers de soleil. Quand la mer autour de Kekova se teinte d'or et de pourpre, les ruines sous-marines semblent briller doucement, comme si la cité respirait encore. À cet instant précis, on a l'impression que le passé n'est pas perdu, mais qu'il continue de vivre, porté par l'eau, le vent et la mémoire des hommes. Néapolis, la métropole engloutie de Tunisie. Au large des côtes tunisiennes, en Afrique du Nord, sous les eaux de la mer Méditerranée, reposent les ruines d'une cité oubliée nommée Néapolis. Pendant des siècles, elle n'était connue qu'à travers de vieux écrits et des récits. On croyait qu'elle avait existé, mais nul ne savait où la situer exactement. Puis, récemment, des plongeurs ont découvert de vastes portions de Néapolis sous la mer. La cité perdue venait enfin d'être retrouvée. Néapolis, qui signifie « ville nouvelle » en grec, fut fondée par les Romains vers le IVe siècle avant notre ère. Elle devint rapidement une cité animée et prospère, pleine de vie et de commerce. On y trouvait des rues, des maisons, des marchés et de grands édifices. Néapolis était célèbre pour la fabrication d'une sauce de poisson particulière appelée garum. Préparée en mélangeant du poisson et du sel avant de laisser fermenter, cette sauce nous paraît étrange aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un produit de luxe utilisé dans toute la cuisine romaine. Grâce à ce garum, Néapolis s'enrichit. La ville fourmillait de travailleurs, de pêcheurs et de marchands. Des navires venus de tout l'Empire romain accostaient pour acheter du garum et d'autres marchandises. C'était un lieu où le commerce prospérait et où la population menait une vie confortable. Mais comme bien des villes côtières, Néapolis n'était pas à l'abri des catastrophes naturelles. Le 21 juillet 365, un violent tremblement de terre secoua la région. Il provoqua un gigantesque tsunami qui frappa le littoral. La mer s'engouffra dans les terres, détruisant tout sur son passage. De nombreux bâtiments s'effondrèrent et une partie de la cité fut entraînée dans les flots. La secousse fut si puissante qu'elle fut ressentie dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'en Grèce et en Égypte. À Alexandrie, par exemple, les chroniques racontent que le port entier fut détruit et des milliers de personnes périrent. Après ce désastre, Néapolis ne retrouva jamais son éclat. De larges pans de la ville furent engloutis. Les survivants quittèrent sans doute les lieux. Peu à peu, la cité s'effaça des mémoires. Pendant plus de 6 siècles, ces ruines demeurèrent cachées sous la mer. Puis, en 2017, une équipe d'archéologues tunisiens et italiens la retrouva enfin. En plongeant près de la ville actuelle de Nabeul, ils découvrirent routes, bâtiments et poteries englouties. Les vestiges sous-marins s'étendaient sur plus de 20 hectares, soit environ 50 acres. Il ne faisait aucun doute qu'ils venaient de retrouver la cité romaine disparue. Parmi les ruines, les chercheurs mirent au jour des dizaines de cuves monumentales utilisées pour fabriquer le garum. Ces grands récipients de pierre servaient à préparer la fameuse sauce de poisson.
Leur taille et leur nombre montraient combien le garum était essentiel à l'économie de la ville. Cette découverte confirma que Néapolis avait été l'un des plus grands producteurs de cette denrée dans le monde romain, rivalisant même avec des centres célèbres d'Espagne et d'Italie. Les plongeurs trouvèrent aussi des outils, des assiettes, des morceaux de mur et des mosaïques. Certaines représentaient des créatures marines et des motifs décoratifs typiques des demeures romaines. Ces œuvres redonnaient vie au récit de la cité. Elles rappellent que les habitants de Néapolis, malgré leur richesse et leur commerce international, aimaient décorer leurs maisons avec art et élégance. La redécouverte de Néapolis fut une joie non seulement pour les historiens, mais aussi pour le peuple tunisien. Elle rappelait l'ancienneté de leur histoire et leur lien avec le monde antique. Car la Tunisie ne fut pas seulement la terre de Carthage. Elle fut aussi un carrefour romain, où villes, ports et marchés reliaient l'Afrique à l'Europe et au Moyen-Orient. Ce site archéologique a une valeur particulière. Il illustre la fragilité des villes côtières face aux forces de la nature. Les géologues étudient encore la zone pour mieux comprendre comment le séisme de 365 a pu provoquer une telle catastrophe. Ce tsunami, considéré comme l'un des plus puissants de l'histoire antique, a sans doute changé à jamais le visage du littoral méditerranéen. Néapolis n'est pas encore ouverte au public, mais des projets visent à protéger le site et à partager son histoire. Des parcs ou musées sous-marins pourraient permettre d'observer les ruines sans les abîmer. Grâce aux caméras, aux drones et à la cartographie 3D, les chercheurs analysent désormais la zone en détail. Les modèles numériques montrent des rues entières, des quartiers de production et même des zones d'habitation englouties. L'histoire de Néapolis nous enseigne beaucoup. Elle montre comment des cités prospèrent grâce au travail et aux échanges. Elle rappelle aussi qu'un seul jour peut tout bouleverser quand la nature frappe. Et elle prouve que même disparues, certaines villes ne sont jamais totalement perdues. Avec le temps, la patience et la curiosité, on peut les retrouver. Aujourd'hui, sous les eaux limpides de Nabeul, les pierres de Néapolis reposent toujours. Des murs silencieux et des rues brisées racontent la vie d'une cité autrefois pleine d'énergie. Les cuves qui contenaient le garum ne renferment plus que de l'eau salée et des algues. Mais leur taille témoigne encore d'une époque où Néapolis était riche, fière et connue dans tout l'Empire romain. Quand les plongeurs explorent ces ruines, ils ne voient pas seulement des pierres, ils renouent avec les habitants d'autrefois, ouvriers, marchands, cuisiniers et familles qui vécurent, aimèrent et perdirent tout en une seule journée. Certains chercheurs pensent même que d'autres parties de la ville dorment encore sous les sédiments, attendant d'être mises au jour. Au-dessus, les vagues ondulent doucement, dissimulant la cité au regard. Mais grâce à la science et à l'histoire, le récit de Néapolis ressurgit, rappelant que le passé n'est jamais aussi loin qu'on le croit. San Romà de Sceaux, l'église engloutie d'Espagne. Dans les collines verdoyantes du nord-est de l'Espagne, en Catalogne, un grand lac paisible cache un secret sous ses eaux calmes. À première vue, tout semble tranquille. Une étendue bleue entourée de montagnes, des forêts qui se reflètent dans l'eau, des oiseaux qui glissent doucement à la surface. Mais au milieu de ce paysage, un détail attire l'œil, un haut clocher de pierre qui s'élève, seul, au-dessus des vagues. Ce clocher est ce qui reste d'un village autrefois vivant, San Romà de Sceaux, englouti il y a plus de 60 ans. Sous l'eau dorment encore ses maisons, ses ruelles et son église romane, comme figées dans le temps. Avant d'être submergé, San Romà de Sceaux était un petit village tranquille, blotti au creux d'une vallée fertile traversée par la rivière Ter. Là, les familles vivaient depuis des générations. Elles cultivaient leurs champs, élevaient leurs bêtes, échangeaient leurs récoltes sur la place centrale. Comme dans beaucoup de villages ruraux, la vie suivait le rythme lent des saisons. Les semailles au printemps, les récoltes en été, les vendanges en automne, les longues veillées au coin du feu en hiver. L'église romane, avec son clocher élancé, était le cœur du village. On y célébrait les mariages, les baptêmes, les fêtes religieuses, et elle rassemblait toute la communauté. Autour d'elle se trouvait l'école, où les enfants apprenaient à lire et à écrire, et des maisons de pierre aux toits de tuiles rouges. La vie n'était pas facile, mais elle était simple, et chacun comptait sur les autres pour s'entraider et tenir bon. Dans les années 1950,
l'Espagne traversait une période de transformation. Le pays, dirigé par Franco, cherchait à moderniser son économie, à développer l'électricité et à mieux gérer l'eau dans une région souvent touchée par la sécheresse. Pour cela, le gouvernement décida de construire un grand barrage sur la rivière Ter. Le projet allait créer le réservoir de Sceaux, un immense lac artificiel capable de fournir de l'énergie et de l'eau potable à des milliers de personnes. Mais cette décision signifiait aussi la disparition de toute une vallée, et avec elle, du village de San Romà de Sceaux. Lorsque les habitants apprirent la nouvelle, ce fut un choc immense. On leur donna un délai pour quitter leur maison, rassembler leurs affaires et partir. Famille après famille, les gens firent leurs adieux. À leur potager, à leurs champs, aux pierres usées de l'église où résonnaient encore les voix des générations passées. Les charrettes chargées de meubles, d'outils et de souvenirs quittèrent le village une à une, dans une atmosphère lourde de tristesse. Personne n'avait vraiment le choix, et chacun savait que ce départ était définitif. À la fin de l'année 1962, San Romà de Sceaux était vide. Le silence s'installa, seulement troublé par les bruits du chantier du barrage. Puis l'eau commença à monter. Lentement, elle recouvrit les routes, les champs, les toits, et finit par engloutir presque tout le village. Seul le clocher de l'église, assez haut pour dépasser, resta visible au-dessus de la surface. Il devint le dernier témoin de ce monde disparu, dressé dans le silence comme un monument au passé. Pendant des années, ce clocher solitaire attira l'attention des visiteurs. Les bateaux passaient près de lui, les gens le photographiaient et chacun s'arrêtait un instant pour contempler ce vestige étrange, mélange de beauté et de mélancolie. On disait que, certains jours où l'eau était parfaitement calme, on distinguait même les formes des toits juste sous la surface, comme si le village voulait réapparaître. Et parfois, lors de grandes sécheresses, le niveau du lac descendait beaucoup. Alors, les pierres du village revenaient à la lumière. Des pans de murs, des arcs de portes, des escaliers, des rues de pierre recouvertes de boue réapparaissaient. Marcher parmi ces ruines donnait l'impression de voyager dans le temps comme si San Romà de Sceaux sortait de son sommeil aquatique pour quelques jours avant de disparaître à nouveau. Ces moments attiraient des curieux, des photographes, mais aussi d'anciens habitants et leurs descendants. Pour eux, ce n'était pas seulement un spectacle, c'était un retour douloureux et émouvant aux racines. Le clocher, malgré l'usure du temps, de l'eau et du vent, est resté debout. Des associations locales se sont mobilisées pour le protéger, pour le renforcer afin qu'il ne s'effondre pas. Aujourd'hui, il est plus qu'un vestige. Il est devenu un symbole de la Catalogne rurale, un repère identitaire, un rappel de ce que le progrès a coûté. Car si le barrage a apporté de l'eau et de l'électricité à des milliers de personnes, il a aussi effacé une communauté entière et transformé à jamais une vallée. Mais les habitants déplacés n'ont jamais oublié. Certains se sont installés dans des villages voisins, d'autres sont partis plus loin, mais tous ont gardé en eux le souvenir de San Romà de Sceaux. Des réunions commémoratives ont été organisées, des récits se sont transmis de génération en génération. Les parents racontent à leurs enfants ce qu'était la vie dans le village et comment ils ont dû le quitter malgré eux. Ainsi, même englouti, San Romà de Sceaux continue d'exister dans les mémoires et dans les cœurs. Aujourd'hui, le réservoir de Sceaux est un lieu apprécié des promeneurs, des randonneurs et des amateurs de nature. Les eaux calmes reflètent le ciel et les montagnes. Mais derrière cette beauté naturelle, il reste toujours quelque chose de mélancolique. Quand le soleil se couche et que le clocher projette son ombre sur l'eau dorée, on pense aux voix, aux rires, aux pas qui résonnaient autrefois dans la vallée. La cloche ne sonne plus, les rues ne bruissent plus de vie, mais l'esprit du village demeure. Et lorsque les eaux s'abaissent et laissent réapparaître les ruines de pierre, même brièvement, c'est comme un message venu du passé. Une façon de dire au monde que ce village a existé, qu'il a aimé, qu'il a souffert et qu'il résiste encore quelque part entre la terre et l'eau. Ancien d'Aminaby, la ville engloutie d'Australie. Dans les montagnes enneigées du sud-est de l'Australie, là où l'air est vif et pur, il existait autrefois une petite ville tranquille appelée Adaminaby. C'était un lieu où la vie suivait son rythme paisible. Les familles se connaissaient toutes
Les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses et les habitants vivaient entourés de collines verdoyantes, de rivières claires et de lacs scintillants. L'endroit respirait la simplicité et la communauté. Mais dans les années 1950, la ville fut condamnée à disparaître sous l'eau pour laisser place à l'un des plus grands projets hydrauliques jamais entrepris en Australie. Aujourd'hui, l'ancien Adaminaby repose sous la surface du lac Eukumben. Et seuls les souvenirs, les témoignages et parfois quelques ruines rappellent son existence. Adaminaby se trouvait dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Fondée dans les années 1800, la petite ville prit vie à l'époque de la ruée vers l'or. Les pionniers s'y installèrent d'abord pour chercher fortune, mais avec le temps ce fut l'agriculture et surtout l'élevage de moutons qui façonnèrent son identité. Les larges pâturages, les collines vallonnées et l'eau des rivières permettaient de développer une économie rurale prospère. Les habitants étaient fiers de leur laine, réputée pour sa qualité. Et la ville se dota peu à peu d'écoles, d'églises, de commerces et de petites auberges pour accueillir les voyageurs. La vie était modeste mais chaleureuse. Les fêtes de village rassemblaient tout le monde, et chacun comptait sur ses voisins pour surmonter les difficultés. À la fin des années 1940, le gouvernement australien annonça un projet colossal, le Snowy Mountain Scheme. Ce programme visionnaire avait pour but de détourner l'eau des rivières alpines, dont la Snowy River, pour alimenter les régions agricoles plus sèches du pays. En même temps, il devait produire une importante quantité d'hydroélectricité, essentielle au développement industriel et urbain de l'Australie d'après-guerre. Le projet impliquait la construction de barrages gigantesques, de tunnels souterrains et de centrales électriques modernes. L'un des réservoirs prévus, le lac Eukumben, allait devenir le plus grand du pays. Mais il y avait un obstacle de taille. La ville d'Adaminaby se trouvait exactement au cœur de la vallée qui devait être engloutie. Lorsque la nouvelle fut annoncée aux habitants, ce fut un moment difficile et douloureux. Beaucoup avaient vécu là toute leur vie. Et leurs parents, voire leurs grands-parents, avaient bâti ces maisons de pierre et de bois. Chaque rue, chaque colline, chaque jardin portait une histoire. L'idée de devoir tout abandonner leur semblait presque impensable. Pourtant, le projet était d'intérêt national, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. On leur promit que la ville serait reconstruite un peu plus haut, à l'abri de l'eau, et que personne ne serait laissé sans toit. En 1957, le grand déménagement commença. Certaines maisons et bâtiments furent démontés planche par planche, pierre par pierre, pour être reconstruits dans la nouvelle localité. Mais beaucoup d'autres furent abandonnés, destinés à être engloutis pour toujours. Les habitants firent leurs adieux à leurs rues familières, aux jardins fleuris où ils avaient grandi, aux églises où ils s'étaient mariés et où ils avaient enterré leurs proches. Les souvenirs étaient trop nombreux pour être emportés. La nouvelle ville, appelée New Adaminaby, fut bâtie à une dizaine de kilomètres plus loin. Plus moderne, mieux équipée. Avec de nouvelles routes, elle devait représenter un nouveau départ. Mais même avec des infrastructures améliorées, elle ne pouvait remplacer l'ancienne dans le cœur des habitants. Car une ville n'est pas seulement faite de maisons et de rues, elle est faite de souvenirs, de liens, d'odeurs, de sons, d'ambiances que l'on ne peut pas reconstruire ailleurs. Peu à peu, l'eau monta et emplit la vallée. Elle recouvrit les anciennes routes, les champs, les arbres, et finit par engloutir tout le vieux village. Ce fut une disparition silencieuse. Pas de catastrophe soudaine, pas de bruit fracassant, mais une montée lente et inexorable qui fit disparaître sous un linceul bleu toute une communauté. Pendant des décennies, l'ancien Adaminaby resta invisible, caché sous les eaux du lac Eukumben. Mais la nature a parfois ses caprices. Lors de périodes de grande sécheresse,
Lorsque le niveau du lac baissait beaucoup, des parties du village englouti refaisaient surface. Les fondations de maisons, des clôtures tordues, les rues autrefois animées réapparaissaient comme un fantôme du passé. Les anciens habitants ou leurs descendants venaient alors marcher parmi ces ruines, parfois émus aux larmes. Ils retrouvaient les chemins qu'ils empruntaient enfants pour aller à l'école ou rejoindre leurs camarades. Certains amenaient leurs petits-enfants pour leur montrer où tout avait commencé, pour que la mémoire de la ville ne disparaisse jamais complètement. Aujourd'hui, New Adaminaby est une petite ville vivante et active. Elle attire des visiteurs grâce à la pêche, au sport de neige et à la beauté de ses paysages. Elle est même connue pour abriter l'une des plus grandes statues de truites au monde, symbole de la culture locale de la pêche et clin d'œil à l'importance des lacs. Mais malgré ce nouveau dynamisme, l'ancien Adaminaby reste dans les esprits. Un musée raconte l'histoire du déplacement forcé, exposant des photos jaunies, des objets du quotidien, des lettres et des témoignages des habitants de l'époque. C'est une manière de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur maison pour permettre la construction du projet national. L'histoire d'Adaminaby est particulière, car ce n'est pas celle d'une catastrophe brutale comme un tremblement de terre ou une inondation naturelle. C'est l'histoire d'un sacrifice réfléchi, imposé pour le bien du pays. Le Snowy Mountain Scheme a permis de développer l'agriculture, d'alimenter des millions de foyers en eau et en énergie, et d'accompagner la croissance de l'Australie moderne. Mais il a aussi coûté une ville, des souvenirs, un mode de vie. Sous les eaux calmes du lac Cumben reposent encore les fondations de l'ancien Adaminaby. Elles restent là, invisibles mais présentes, comme un rappel silencieux que le progrès a un prix. Quand le niveau de l'eau baisse et que les ruines réapparaissent, c'est comme si le passé remontait à la surface, murmurant l'histoire d'une ville engloutie, d'un peuple déplacé et d'une mémoire qui refuse de s'effacer. Écho des profondeurs. Pourquoi ces villes comptent? Sous les eaux calmes des lacs, rivières et océans, des villes perdues reposent en silence. Leurs murs sont brisés, leurs rues sont vides, et leurs maisons remplies de sable et de poissons. Mais ces cités ne sont pas seulement des ruines. Elles sont de puissants rappels de qui nous sommes, d'où nous venons, et de ce que nous pouvons apprendre du passé. Elles comptent plus que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque ville sous-marine a sa propre histoire. Certaines ont été emportées par la nature, tremblements de terre, tsunamis, montée des eaux. D'autres ont disparu à cause de la guerre, de projets gouvernementaux ou de la lente dégradation du temps. Pourtant, elles ont toutes été autrefois pleines de vie. Des gens y ont vécu, aimé, fondé des familles et des communautés. Ils travaillaient, riaient, rêvaient, tout comme nous aujourd'hui. Étudier ces villes, ce n'est pas seulement observer des pierres et des bâtiments. C'est écouter des voix venues d'un passé lointain. Ces voix nous rappellent que la vie peut changer rapidement. Un village paisible peut devenir un champ de bataille. Un port animé peut sombrer dans la mer. Une ville peut être sacrifiée pour le progrès. Ces histoires nous enseignent que rien n'est éternel, pas même les murs les plus solides ou les rues les plus fréquentées. Mais ces villes nous enseignent aussi la force humaine. Dans chaque ruine, il y a des preuves de créativité et de savoir-faire. Nous découvrons l'art que les gens ont créé, les outils qu'ils utilisaient, la manière dont ils organisaient leur vie. Nous apprenons le commerce ancien, la religion, l'agriculture et la vie familiale. Tout cela nous relie à des gens d'il y a des milliers d'années. Cela montre que, même à des époques différentes, les humains ont toujours travaillé pour survivre, créer et prendre soin les uns des autres. Visiter ou étudier ces cités englouties peut changer notre regard sur le monde. En plongeant dans leurs histoires, nous commençons à poser des questions. Pourquoi cette ville est-elle tombée? Aurait-elle pu être sauvée? Quels choix les habitants ont-ils fait? Quelles erreurs devons-nous éviter aujourd'hui? Ces questions ne concernent pas seulement l'histoire, elles concernent notre propre avenir. À une époque où le changement climatique et la montée des eaux menacent nos villes modernes, les histoires des cités sous-marines paraissent plus réelles que jamais. Elles sont des avertissements, montrant ce qui peut arriver si nous ignorons la puissance de la nature. Si nous écoutons ces échos des profondeurs, nous pourrions sauver nos propres villes du même destin. Il y a aussi de la beauté dans ces lieux engloutis. Les poissons nagent à travers les fenêtres brisées. Les plantes poussent sur des escaliers anciens. La lumière du soleil danse sur les murs submergés.
Ces scènes sont paisibles, presque magiques. Elles rappellent qu'il y a toujours de la vie même dans la perte. La nature ne détruit pas et ne s'en va pas. Elle reconstruit, transforme et continue. Certaines de ces villes sont devenues des musées sous-marins, d'autres sont des sites de plongée ou de recherche. Mais beaucoup restent inconnus. Chaque année, de nouvelles sont découvertes par des explorateurs, des scientifiques et des habitants locaux. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle de l'histoire humaine. Les cités sous-marines rapprochent aussi les gens. Leur travail d'équipe préserve non seulement les ruines, mais aussi les souvenirs. Cela montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous prenons soin à la fois du passé et du futur. Ces villes appartiennent à nous tous. Elles ne sont pas la propriété d'un pays ou d'un groupe particulier. Elles font partie de l'histoire humaine. Elles racontent comment les gens vivaient dans le monde entier, du Brésil à l'Égypte, de l'Europe à l'Asie, de la Grèce antique à l'époque moderne. Elles montrent que la vie humaine est connectée et que nous faisons tous face à des défis similaires, peu importe où nous vivons. Les rues silencieuses sous les vagues ne sont pas vraiment silencieuses. Si vous écoutez attentivement, elles sont pleines de messages. Certains disent « Souvenez-vous de nous », d'autres chuchotent « Faites mieux », certains crient « Vous n'êtes pas les premiers à affronter des difficultés ». Et beaucoup chantent « Nous étions là, nous comptions, apprenez de nous ». En fin de compte, les villes sous-marines abandonnées sont bien plus que des lieux oubliés. Elles sont des enseignants, des signaux d'alerte, des œuvres d'art et des histoires vivantes. Elles nous poussent à réfléchir, à planifier avec sagesse et à vivre avec soin envers les autres et la terre. Lorsque la dernière vague recouvre la dernière pierre brisée, un choix nous reste. Nous pouvons laisser le passé sombrer et être oubliés, ou nous pouvons plonger, explorer et apprendre. Si nous choisissons la deuxième voie, ces villes ne seront jamais vraiment perdues. Elles résonneront à jamais à travers le temps et l'eau, nous rappelant le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui et le monde que nous pouvons encore construire. Et voilà notre voyage à travers ces cités oubliées sous les vagues. Chacune raconte une histoire de personnes, de rêves et de mondes que le temps a enfouis mais pas effacés. L'océan les a peu, être réclamés, mais leur mystère continue de nous parler aujourd'hui. Qui sait combien d'autres secrets attendent encore sous la mer? Peut-être que la prochaine ville perdue reste à découvrir. Si vous avez aimé explorer ces mondes sous-marins, abonnez-vous, aimez et rejoignez-nous la prochaine fois pour d'autres histoires cachées. D'ici là, continuez à vous émerveiller et à explorer.